Sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers, présenté par Banque Nationale, épisode 17. Nicolas Richard, comment ça va? Extrêmement bien, toi, Alexandre. Ah ben ça va très bien parce que l'ATP a joué dans mes souvenirs là, aujourd'hui là, en publiant ça. Mario Tennis là, qui prend vie. Avoue que c'est spectaculaire. Effectivement, j'étais-tu né à cette époque-là quand c'est sorti? Ben là, c'est sûr que tu as joué à Mario Tennis. Dis-moi pas que tu n'as jamais joué à Mario Tennis. Non, moi, ce à quoi je jouais, c'est le... Je sais pas si tu avais ça sur la Wii. C'était un jeu qui s'appelait Top Spin. C'est la même année où Eugénie a eu une saison phénoménale, puis c'est la tête d'affiche du jeu. Mais Mario Tennis, j'ai pas souvenir de Mario Tennis, malheureusement, d'y avoir joué. On n'a pas une si grande différence d'âge. J'ai l'impression qu'on est 7 générations apart présentement. Moi, j'ai tellement joué et je fais un petit shout-out à mon ami Kevin Arsenault, avec qui je jouais toujours en double et qui me rappelait de protéger le passing, chose que j'oubliais régulièrement en double. Et je prenais toujours aussi le personnage Yoshi. Oh my. Oh que oui, oh my. Oh que oui. Yoshi qui, mine de rien, à Mario Kart, est abominable dans son petit champignon, mais ça, c'est une autre histoire. Hey, mais pour vrai, là, si tu n'as jamais joué à Mario Tennis, là, écoute, va te louer une console, trouve une façon de jouer à Mario Tennis, tu vas triper, pour vrai. Honnêtement, je jouerais encore sur GameCube. En GameCube, j'ai eu ça 2 semaines. Ben là, qu'est-ce que t'attends? Nicolas Richard, on a 2 invités cette semaine. Hugues Léger, qui est presque plus rendu un invité, mais un régulier. Et on a aussi Jean-Philippe Bertrand qui va venir nous jaser toutes sortes d'anecdotes. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Philippe Bertrand, c'est un journaliste à TVA Sport et il a un don particulier. Lui, tu pèses sur play, il part, il te raconte des anecdotes, là, et puis tu peux en avoir pour 2 heures, puis c'est bon, puis t'es pendu à ses lèvres. Alors, je suis très content qu'on l'ait au podcast. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à nous raconter. Puis Hugues va nous parler aussi. Il va rebondir un peu sur ces sujets. Puis on va nous parler un peu de l'économie du tennis aussi, mais l'économie peut-être ancienne là, du tennis. Nicolas, es-tu prêt? Absolument. Je sens que tu as des frissons à chaque fois. Là. Ben, c'est pas juste ça, c'est parce que ce jingle-là, je me suis fait un compte Spotify cette semaine, pas pour nous réécouter, mais juste pour les 10 secondes d'intro qu'on a. Regarde, je te l'offre en primeur. Tu sais que si un jour on change d'intro, je sens que tu vas être malheureux. Ce sera un des plus grands drames de ma vie. Sans plus tarder, Nico, je vais faire entrer nos invités. Hugues Léger, bonjour. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, merci. Hugues qui a accepté à la dernière minute là, de venir avec nous jaser tennis et jaser de toutes sortes de choses. Alors, merci beaucoup d'accepter l'invitation à la dernière minute. Toujours prêt pour le tennis. Toujours prêt. Ben oui, vois ça, prêt à rebondir. Là. Prends la balle dans le rebond, littéralement. Là. Et Jean-Philippe Bertrand, mon ami et collègue de TVA Sport. Comment ça va, Jean-Philippe? Salut les gars, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Toi, Alex, Nico, que j'ai côtoyé brièvement à TVA Sport, et Hugues, qui a été notre ancien patron à TVA Sport et qui, au fil du temps, est devenu un ami et un adversaire coriace au tennis. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, les gars. Certainement un des meilleurs patrons que j'ai eu dans ma vie, ça, je peux te le dire, assurément. Et c'est pour ça que je l'invite sur mon podcast aujourd'hui. Parce qu'il enverrai le chèque tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Il est meilleur patron que joueur de tennis, alors ça te prouve comment c'est un bon patron. Puis c'est encore un excellent joueur de tennis, semble-t-il. Là. D'ailleurs, on veut organiser un match là, sur la ligne, peut-être un petit tournoi. On devrait faire un petit tournoi sur la ligne avec Paul, Hugues puis Nico. Là. Puis moi, je serai chasseur de balles. Ça serait une belle fin d'année si on peut faire ça, oui. Ça serait cool. Jean-Philippe, je suis très content que tu sois avec nous. Je connais tes talents de raconteur et déjà en préparant le podcast, j'avais le sourire fendu jusqu'aux oreilles parce que tu m'annonçais tes sujets et je sais déjà que ça va être très bon. Mais avant de rentrer là-dedans, les gars, si ça vous dérange pas, on va faire un petit résumé de la semaine parce qu'on a eu une méchante belle semaine dans le tennis canadien, n'est-ce pas, Nico? Absolument. On commence avec Félix Auger-Aliassime qui, à Cologne, s'est incliné
pour la 6e fois de sa carrière en finale aux mains d'Alex Zverev, le favori de la foule, 6-3, 6-3. Quand même, il s'est défait en demi-finale de Bautista Agut, celui que j'avais prédit pour le US Open, mais qui m'a fait dans les mains. On s'en rappelle, Alex, dans ce pool, un autre de nos pools mémorables. Mais Félix, qui demeure quand même au 22e rang. Et pendant que je vous ai, les gars, je me demandais, la première réaction qui m'est passée à l'esprit, c'est de me dire, parce que c'est bon, Félix, 0 victoire, 6 défaites lorsqu'il atteint la finale. Il est encore jeune, mais je pense qu'à ce stade-ci de sa carrière, je ne sais pas si c'est trop tôt pour se demander, du moins c'est la réflexion que j'ai eue, est-ce que Félix a ce petit quelque chose qui fait en sorte qu'il pourra remporter des titres? Je sais que c'est un peu tôt pour peut-être se poser la question, mais est-ce qu'il a ce grind ou ce que Shapovalov a, ça on est assuré, mais est-ce que Félix aura la capacité dans sa carrière de remporter des titres, d'être clutch, comme on dit? Je me pose la question, puis je la pose aussi, monsieur. Moi, je vais répondre assez simplement à ta question. Si tu es 22e mondial à 20 ans, d'après moi, tu as déjà ce edge-là. Pour moi, il n'y a aucun doute que ce gars-là va remporter des titres. Je tomberai en bas de ma chaise qu'il ne remporte pas même des grands titres. Et moi, éventuellement, je le vois, je ne veux pas lui mettre une pression indue, mais je le vois ni plus ni moins que numéro 1 mondial. Il a tout le potentiel. Il fait déjà des résultats exceptionnels. Je veux dire, regarde, il a battu Bautista Agut pour se rendre en finale de ce tournoi-là à Cologne. Et puis, Zverev, c'est un des grands joueurs du circuit de l'ATP. Alors, il n'y a pas de gêne à avoir une défaite contre Zverev. Hugues, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, je pense qu'il est encore un petit peu paralysé en finale. Il s'est fait breaker dans le premier jeu au service. On sent qu'il y a une petite tension en début de match, mais c'est une question de temps avant que ça développe, j'en ai aucun doute. C'est sûr que ça paraît un peu long après 6 finales, mais écoute, il a tout le temps devant lui encore. Donc, pas de problème là. Nico parlait tantôt de l'attitude de Denis Shapovalov versus celle de Félix Auger-Aliassime. Puis je vais dire, là, ce que j'ai souvent répété dans le passé, là, notamment au partant, Denis Shapovalov est beaucoup plus gamer, est beaucoup plus hargneux, beaucoup plus... moi, je trouve Félix Auger-Aliassime bon gars, peut-être un peu trop bon gars pour l'instant. Il est franchement, honnêtement, il est franchement meilleur que Denis Shapovalov d'un point de vue athlétique, mais je ne sais pas s'il a la hargne, par exemple, d'un Tiger Woods quand il a besoin d'un pot de 12 pieds là, pour gagner le tournoi des maîtres, il cale le pot de 12 pieds. Puis Michael Jordan, quand il avait besoin du 3-pointers pour aller chercher un 6e titre, Michael Jordan avait cette espèce de edge mental-là qu'ont les plus grands au monde. Et puis je sais qu'il est très jeune, mais c'est tellement un bon gars, il est tellement fin que des fois, j'ai l'impression que sur le court, il est tout aussi bon gars. Tu sais, tu joues contre Nadal, là, tu le regardes, il veut te battre, il veut t'anéantir, il veut te détruire sur le court. Je ne sens pas encore ça en Félix Auger-Aliassime, peut-être parce qu'il est un peu timide, mais point de vue outil, point de vue talent, point de vue aptitude athlétique, ça, il n'y a aucun doute que c'est un athlète de classe mondiale. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette réflexion-là, au sens où il manque un peu de méchanceté pour l'avoir vu jouer beaucoup. Non, c'est vraiment un gars qui... S'il y a une chance de te faire un 6-0, il va te le faire. Là, on l'a vu au US Open. C'est des fois, quand il y a un adversaire qui est dans les câbles, il va le terminer maintenant. Là, alors, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça comme tel. Surtout si on regarde comme Federer, c'est pas non plus lui qui va être le plus... qui a l'air de vouloir te détruire, mais il réussit quand même à te détruire. Mais en tout cas, peut-être que tu as raison, Jean-Philippe, je sais pas, là, je n'ai pas l'explication, mais moi, je n'ai pas ce feeling-là nécessairement. Je vais rajouter un petit point. J'ai l'impression que, encore une fois, il est un petit peu en dedans sur les gros points. Puis si on compare avec Denis, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui l'ont remarqué aussi, il va aller pour des shots à faible pourcentage sur des moments importants pour aller chercher le gros point. Et il est réussi souvent, en fait. Donc, c'est vraiment d'avoir l'audace d'y aller pour un coup un peu moins safe, entre guillemets, sur un point vraiment important. C'est là où Denis est un peu plus relâché et réussit à gagner des gros points. Ouais. Et on parlait de Denis, justement, qui, lui, s'est rendu jusqu'en demi-finale au tournoi de Saint-Pétersbourg en Russie. C'est incliné, oui, contre Roublev, le futur gagnant du tournoi. Puis on parlait de la hargne de Shapovalov, mais Paul a soulevé un point il y a quelques semaines qui disait autant cette hargne-là et ce désir de vaincre peut être positif, mais autant la plus grande menace de Shapovalov, c'est Shapovalov. Dans la mesure où, encore une fois, à Saint-Pétersbourg, et ça fait 3 tournois consécutifs,
qui se fâche, littéralement. Bon, là, c'était justifié en raison d'un partisan qui était un peu spécial, là. Mais Dennis, quand il se fâche, ça peut jouer contre lui, puis ce désir-là, cette hargne-là peut être négative, puis ça a été le cas encore une fois cette semaine. Ouais, mais ça fait un peu partie de son jeu, tu sais. C'est un peu comme un... Comment dire? Puis c'est aussi assez... je sais pas si le terme est bon, mais symptomatique des jeunes joueurs. Tu sais, Federer, en début de carrière, était pas mal plus expressif, si on veut, pas mal plus facilement être propice à être déconcentré, peut-être. Tu sais, je pense que c'est assez typique des jeunes joueurs. Là, je sais pas. Tu sais, ça vient aussi avec le fait que des fois, tu reviens de l'arrière et tu bats Nadal. En tout cas, je pense que c'est un couteau à deux tranchants, mais il reste qu'une demi-finale en ATP 500 pour des jeunes joueurs comme ça. C'est une performance qui est plus qu'acceptable. Il faut dire pour Rublev que c'est un des joueurs dominants du circuit cette année. Il y a autant de victoires que Djokovic cette année. C'est le joueur à battre Rublev en ce moment. Ouais, exact. Puis ils jouaient chez eux, ils jouaient à la maison aussi. Puis non, on le dit souvent, le tennis russe, ils sont peut-être 1 an ou 2 encore en avance sur le plan du Canada, par rapport à leur espoir. Fait qu'ils ont des espoirs qui sont un petit peu plus à maturité quand tu regardes Achanov, quand tu regardes Medvedev, quand tu regardes Rublev, ce sont déjà des gars qui aspirent immédiatement à des grands chelems, ce qui est peut-être pas le cas pour Shapovalov et Félix pour l'instant, mais ils sont plus jeunes. Et juste pour conclure là-dessus, je rejoins encore une fois le point de Nico sur l'attitude et la gestion des émotions en cours de match, là. Et je refais un parallèle avec Tiger Woods, là. Tu peux jouer une ronde de 18 tours avec Tiger Woods, il crie des âneries, puis il s'en rendra jamais compte. Il a cette capacité extraordinaire et fabuleuse de bloquer tout ce qui se passe dans une ronde. Puis je viens de finir la biographie de Rafael Nadal et c'est la même chose. Honnêtement, et c'était peut-être pas comme ça pour Nadal en début de carrière, mais Nadal, de nos jours, là, tu peux pas distraire Rafael Nadal. Il est complètement concentré sur ce qui se passe sur le terrain. Et peut-être que c'est une corde que notre ami Chapeau devra ajouter à son arc s'il veut justement aspirer à battre ces gars-là. J'imagine aussi que c'est une faculté qui s'apprend et qui s'améliore. Parce que Jean-Philippe, tu l'as dit, Tiger au Masters, il est inébranlable. Sauf que le pote qui l'a fait en 2005 au 16e, je ne sais pas s'il aurait pu le faire en 97 lorsque la pression était intense. Fait que j'imagine que c'est un outil qui se travaille, mais je suis d'accord avec toi que les plus grands athlètes ont cette faculté, cette capacité-là de s'adapter, de faire fi de ce qui se passe autour. T'sais. Chose certaine, les gars, Milos Raonic et Shapovalov ont fait 50 000 cette semaine. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Et en tout cas, moi, je pense que overall, c'est une performance qui est très intéressante pour le tennis canadien cette semaine. Encore. Et puis moi, ça me rassure de voir Félix parce que, bon, là, on commençait à se dire, OK, là, c'est une période creuse, mais c'est une période creuse qui commence à s'étirer un petit peu. Là. On voulait voir des résultats probants et là, on en a un, là, une finale. Il n'a pas à rougir de sa performance dans ce tournoi-là. C'est un tournoi, oui, c'est un ATP 250, mais c'est un 250 où c'est un tournoi extrêmement relevé. Alors, c'est une performance qui est, à mon sens, très positive et ça augure bien pour la fin de l'année. Et là, ce qui va être intéressant à suivre, Nico, c'est la course pour le tournoi de fin d'année parce que Shapovalov, il est au cœur de cette course-là. Ouais. Cette défaite-là contre Rublev va lui faire mal parce que c'était un adversaire direct, mais il reste que... Bon, Paris, c'est un gros tournoi. S'il peut aller faire un bon résultat là, pour l'instant, le tournoi n'est pas annulé, mais on va le présenter sans spectateurs. Hein, Hugues, tu as vu? Ouais. Peut-être un changement de mentalité au niveau de la Fédération française dont on parlait. Ça chauffe un peu plus, là, ça chauffe, oui. Oui, avec raison. On ne s'étirera pas longtemps sur le sujet, mais il reste quand même, le Masters de Paris pour aller chercher beaucoup de points. On parlait de la concentration de Shapovalov. Là, ça, un tournoi sans spectateurs, ça peut jouer à son avantage, justement. S'il a de la misère à gérer les émotions et gérer ce qui se passe dans la foule, puis cette réalité-là est vraie pour les autres sports aussi. Là. Écoute, l'avantage à domicile, l'avantage de la foule, c'est plus pas tout un facteur dans le sport actuel. Là. Ouais. Jouer à domicile, je regarde le baseball, là, les séries mondiales qui vont commencer. Là. Tu joues à sa route ou tu joues à domicile, on s'en fout complètement. Là. Mais tu peux pas te nourrir de la foule non plus. Mettons, pour revenir de l'arrière, c'est l'autre côté. Là. Mais je suis convaincu que
convaincu que ça avantage des jeunes joueurs parce que des Djoko, des Federer, des Nadal, les plus expérimentés sont capables maintenant de gérer la pression de la foule. Quand tu as 21-22 ans, tu te retrouves en demi-finale ou en finale de Wimbledon. Spectateur, pas de spectateur, je peux te dire que ça fait une grosse différence pour ces jeunes hommes-là. Et ton point est intéressant, JP, dans la mesure où encore un parallèle de golf, ça supporte encore, mais cette année aussi, depuis le retour de la pandémie, aucun spectateur. Puis il y a des jeunes joueurs comme Colin Morikawa qui ont gagné le US Open qui a dit au 17, au 18e, avec des spectateurs, je suis pas convaincu que j'aurais été capable de remporter, d'aller chercher le gros pot qu'il me fallait. Fait que ton point est absolument important. Jean-Philippe? Toi, le tennis, là, c'est pas le sport que tu as suivi le plus nécessairement au courant de ta carrière, mais ça part d'où le tennis pour toi? Ben, le hockey et le baseball sont des héritages paternels. Ça, c'est mon papa qui m'amenait le samedi soir au Vétuste Forum de Montréal pendant l'hiver, puis l'été, c'était bien sûr au Stade olympique. Mais le tennis est un héritage maternel. Ça vient du côté de la famille à ma maman. Mon grand-papa est un extraordinaire joueur de tennis et c'est lui qui m'a montré à jouer au tennis. Alors, à 13, 14, 15 ans, j'étais capable de battre mon père et mes oncles, mais je n'ai jamais été capable de battre mon grand-papa Luco de son surnom qui, écoute, il jouait au tennis Saint-Laurent un mardi et est décédé le jeudi. Alors, il aura vraiment joué au tennis jusqu'à son dernier souffle. Et donc, il a transmis ça à ses trois filles, dont ma mère. Alors, ma mère est une bonne joueuse de tennis. Et l'été, l'activité que je faisais avec ma mère, elle m'amenait aux internationaux Tennis Players du Canada. Puis quand on s'en est reparlé, tu m'as dit, JP, c'est Dumouriez. Non, Alexandre. Avant d'être Dumouriez, avant d'être Matiné, c'était les internationaux Tennis Players. Et Hugues peut t'en parler, parce que sauf erreur, Hugues, en plus, on voit ton programme de l'époque, je suppose. Exactement. Ouais, ben je suis content d'avoir été chez Imperial Tobacco, oui, je le souligne, qui était un grand contributeur au tennis et à plusieurs grands événements de Montréal, dont le Festival de jazz qui a été commandité longtemps, Dumouriez qui a contribué à la construction du nouveau stade qu'on connaît aujourd'hui. C'est le stade Dumouriez, pour ceux qui s'en souviennent, avant de devenir Uniprix, puis IGA après. Mais oui, effectivement, c'était les internationaux Players et le Challenge Players dans les années 80. Dans la configuration du stade de baseball, parce que c'était un stade improvisé pour la période du tournoi, mais on a vécu des très beaux moments durant cette période-là, effectivement. Et pour le bénéfice des gens qui nous regardent, là, ce qu'on voit présentement, c'est le cours central qui est littéralement situé à l'avant-champ. Alors, ligne du premier but. Ouais. Ligne du premier but, exactement. Donc, il y a des loges entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième but, si vous voulez. Et de mémoire, et corrige-moi si je me trompe, Hugues, tu avais un cours secondaire qui était un petit peu plus loin dans le champ droit. Exactement. Tu avais un énorme dans le champ gauche parce que tu avais les estrades populaires de l'ancien stade de baseball également qui recouvraient le flanc gauche finalement du stade. Alors, sauf erreur, je pense qu'il y avait 3 cours dans ce stade de baseball-là. Exactement. Puis, ils en ont rajouté 1 ou 2 comme cours de pratique après, mais tout ça était temporaire. Les loges étaient démantelées, évidemment, et tout ça jusqu'au grand projet de 2003 qui a donné un vrai central où ils ont conservé tout ce qui est derrière le marbre, en fait. Donc, ils ont réorienté le terrain qui est dans l'autre axe maintenant, qui est plus dans un axe ouest-est, pour pouvoir garder une partie des gradins du baseball et un peu sauver des coûts dans la construction du nouveau central. Mais et d'ailleurs, aujourd'hui, les vestiges de ça, si je ne me trompe pas, Jean-Philippe, c'est la galerie de presse pour l'essentiel, là. C'est la galerie de presse puis les gradins qui sont derrière, c'est à peu près le seul vestige qui reste de cette époque-là, right? À peu près. Et les collectionneurs vous diront que les billets, pas les billets, pardon, les bancs du Stade Jarry sont extrêmement durs à trouver. Moi, je connais des amis collectionneurs de bancs comme moi, par exemple, ici, j'ai un banc du Forum. J'ai un ami qui cherche un banc du Stade Jarry. Je vais vous donner un secret, là. Les estrades du Stade Jarry de baseball, et donc un peu de tennis vers la fin, sont présentement au Stade municipal de baseball de Granby. C'est la seule place où on peut trouver les vestiges de ce stade de tennis. Bon, là, ce qu'on voit sur la photo, c'est le stade tel qu'on le connaît présentement. Mais moi, je n'ai pas haï l'ancienne formule. Même, ce n'était pas du tout propice pour le tennis.
ça faisait partie du folklore. Il y avait une proximité, il y avait quelque chose de spécial à présenter du tennis dans ce stade-là. De nos jours, avec les infrastructures qu'on a, ça serait complètement inadéquat. Mais à l'époque, de voir un Agassi de si près, c'était le fun. Puis je vais vous dire juste un petit point sur les bancs encore, parce que c'est une bonne histoire. Tous les bancs qu'on voit dans la section 200 qui sont derrière, là, sous la galerie de presse, on les voit sur l'image que tu as présentée, Alexandre. C'est les anciens sièges du baseball qui font beaucoup de bruit. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignaient au début parce que tout le stade, c'est les sièges de baseball. Et quand on les descendait, ça claquait. Bang! C'était pas des sièges en plastique comme maintenant sur les côtés, ce qu'on voit. Et c'était une caractéristique du tournoi de Montréal. Hein. Des gros bancs en métal, là. Exactement. Quand je vous disais que Jean-Philippe Bertrand, tu payes sur play puis il part, là, parce qu'on l'a l'après avant. C'est pas. C'est incroyable. Et, je me retiens un peu, mais m'a dit, là, puis Hugues pourra prendre la balle au rebond, là, mais on a été gâtés dans ce Ah oui. Là, moi, j'ai eu la chance de voir chez les hommes là, les grands classiques, là, Agassi, Sampras, Coyer, Michael Chang. Et chez les dames, sans dire le seul souvenir, mais le nom le plus commun des années 90, c'était. Est-ce qu'elle était vénézuélienne? Araxa Sanchez Vicario, Hugues? Espagnol, ouais. Bon, alors ça, c'était la grande reine de Montréal dans les années 90. Une autre photo de mes archives, Brooke Shield en 95 avec Agassi. C'est ça, j'allais dire, ça, c'est pas Steffi, là. Non, c'est Brooke Shield. Non, et j'ai déjà vu également Anna Kournikova à Montréal et j'étais assis pas loin de son compagnon de l'époque, l'ancien joueur de hockey Sergei Fedorov. Alors, on avait droit à ces vedettes-là, effectivement. Ah, c'était... mais Agassi, c'est Moi, je l'ai connu surtout dans la fin de carrière. Là. Moi, je suis un peu plus jeune que vous. Hey, Nico! Bienvenue! Néant complet, ça a arrêté sec. Je suis navré, messieurs, d'avoir raté cette partie de l'histoire. Reprenez. Non, mais Nico, si tu veux pas le faire jusqu'au bout, le podcast, c'est correct, là, garde, il n'y en a pas de problème. Ben non, on te reprend avec grand plaisir. Es-tu capable de dire quel joueur est sur la photo, Nico, toi qui es le plus jeune de la gang? Ça ici, laisse-moi agrandir l'écran, cela doit être... Est-ce que c'est le bon André? Oui. Bon, en fait, la vraie question, c'est qui est la dame à ses côtés? Ça, c'est son ex-blonde Brooke Shields en 95. On voit 95, j'étais même pas un projet. le gossip là, du milieu des années 90, et moi, je n'étais pas vieux. Là, j'avais à peine 10 ans. Là. Alors, ben toi non plus, Jean-Philippe, tu n'es pas tant plus vieux que moi. Là. Ben, je suis né en 1981. Fait qu'en 95, j'avais 14 ans. Approche le 40, Jean-Philippe. Oui. Ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Ouais. Ça s'en vient. Mais Hugues, parle-nous de l'époque un peu des cigarettiers, parce que, bon, à l'époque, c'était presque une omniprésence là, dans le sport professionnel des cigarettiers. C'est comme ça a été leur façon à eux de, je pense, d'une certaine manière, au départ, de contourner les premières lois qui se sont faites, si je ne me trompe pas, de commencer à commanditer des événements. Oui, quand la publicité a été interdite, les gouvernements ont quand même laissé la porte ouverte pour les commandites d'événements pour justement insuffler un peu d'argent dans des grands événements à Montréal et au Canada en général. Donc, tu avais Players qui était très présent dans la course automobile avec en Formule Indy notamment. Évidemment, Players au tennis. Après Matinée qui a commandité une année où c'était le tournoi des femmes. Mais ça a été une année ou deux seulement pour Matinée. C'est rapidement passé à Dumouriez après parce que dans le portfolio de marque, il fallait se décider de quelle marque était associée au tennis. Donc, quand tu fais une construction de marque, là, tu veux être cohérent là, au niveau de tes commandites. Mais ce qui fait que les cigarettiers ont pu rester, c'est qu'effectivement, le gouvernement a dit qu'ils sont prêts à insuffler de l'argent pour construire une infrastructure. Ils ont participé au financement du stade qu'on connaît aujourd'hui, Dumouriez, quand même, il faut le dire. Et donc, c'était quand même de l'argent bienvenu par beaucoup de monde. Là. Parce qu'il me semble que c'était ça. Il me semble que la version masculine du tournoi, c'était Dumouriez. Et lorsque c'était les dames qui étaient en ville, c'était les cigarettes Matinées? Non, ouais, ça a été durant 2 ans seulement avec Matinée. Pour les femmes, c'était le Challenge Players. Pour les hommes, les Internationaux Players. Et après c'est devenu Dumouriez. Mais c'était pas hommes et femmes qui alternaient entre Players et Dumouriez, non. Y a-t-il encore des événements dans le monde qui sont commandités par des cigarettiers? Ça existe-tu encore? Je pense que tous les pays maintenant sont en ce qu'on appelle dark market dans
le vocabulaire des cigarettiers. Donc, je crois plus qu'il y a de commandite aujourd'hui. On a vu Bar Racing qui était commandité par British American Tobacco en Formule 1. Même Jacques Villeneuve était sur cette équipe-là. Mais ça a été une des dernières commandites. Marlboro était avec Ferrari, vous le savez aussi, avec Schumacher longtemps. Mais il y a plus de commandite à ce que je sache en ce moment au niveau mondial. Et là, quand les lois ont été passées, là, j'imagine qu'il y avait des grosses sommes d'argent d'investis dans ces tournois-là. Est-ce qu'il y a des tournois, par exemple, comme la Coupe Rogers qui est aujourd'hui, se sont retrouvés un peu dépourvus, ou est-ce qu'ils avaient prévu le coup, tu penses? Ben, c'est des grosses commandites très prestigieuses, à grande visibilité, et c'est beaucoup les télécoms qui ont récupéré ces secteurs d'activité-là par la suite. Juste pour conclure sur les cigarettes, t'avais Virginia Slims du côté américain, qui a été un grand circuit féminin là. Donc ils ont fait beaucoup pour le tennis quand même. Et évidemment, ça a laissé un vide. C'est pas des budgets qui sont donnés à tous les manufacturiers. Hein. T'as cigarettes, bières qui évoluent dans à peu près les mêmes budgets marketing. Mais c'est certain que ça a fait un gros vide à combler quand les cigarettiers sont sortis. Mais c'est un choix pour la santé du public que le gouvernement a fait, et c'était important pour eux, bien qu'ils récoltent encore les taxes à coups de millions aujourd'hui, il faut se le dire, les cigarettes c'est encore légal, mais d'un point de vue message de santé publique, c'était plus possible de permettre les commandites. L'impression que le dernier événement qui était commandité par des cigarettes, c'était les feux d'artifice. Rothmans, ouais. J'allais dire exactement ça, Jean-Philippe, j'allais rebondir. Je crois que c'est le dernier. Il y a eu le festival de jazz aussi avec Dumouriez, mais je suis pas certain qui a terminé, en fait. Mais je crois que c'est arrivé en même temps ou à un an d'écart, parce que c'est une loi qui touchait tous les cigarettiers en même temps. Il ne faut pas donner un avantage à un en le laissant commanditer, là. C'est une loi qui s'appliquait à tout le monde quand ils l'ont appliquée, je crois. Mais ça te prouve à quel point notre société a changé. Écoute, moi, je me rappelle, je vous parlais du Forum de Montréal tantôt, là. Moi, je n'ai pas connu l'époque où on pouvait fumer dans l'enceinte, là, dans l'aréna comme tel, mais entre les périodes, là, dans les corridors, là, je vous le dis, là, c'était comme se promener dans une discothèque en 1988. Là. C'était impossible de circuler, tu ne voyais rien. Là. Puis écoute, ça fait pas 100 ans de ça, là. Ça fait 25 ans. Jean-Philippe, dans les chambres des joueurs, même dans les vestiaires, ça fumait à l'occasion. Ben, j'en doute pas. Il paraît que Guy Lafleur fumait entre les périodes. C'est ça la rumeur. Mario aussi. Mario. Et Nico, toi, t'as pas connu ça, mais moi puis Jean-Philippe, là, on est la dernière génération qui a connu les gens qui fumaient dans les bars. Là. Moi, quand je commençais à sortir, ça fumait encore dans les bars. Puis là, ça a pris 1 an ou 2, puis après ça s'est terminé. Mais on a connu cette époque-là. Je sais même pas c'est quoi une cigarette. Je donne une idée. Là. Mais pour revenir sur le stade, il y a effectivement eu des grands moments, des grands matchs mémorables. Je me souviens d'un match, il y avait souvent des matchs en fin de soirée, soit les matchs de début de semaine où il y avait un Canadien qui était programmé au programme du soir. Donc, il y a eu des victoires importantes là, de Stéphane Bonneau, de Martin Laurando, de Simon Larose plus tard. Il y a eu vraiment des soirées intéressantes. Je me rappelle, je vais vous dire une anecdote, puis j'arrête après sur cette époque-là. Dans la configuration du stade de baseball, un match de double entre la paire canadienne de Glenn Michibata, Grant Connell, qui était top 3 au monde à l'époque, qui ont joué contre une équipe improvisée pour ce soir-là, qui avait envie de jouer pour s'entraîner un peu, formée de Ilie Nastase et Yannick Noah. Donc, le match commence vers 10h. Ça va en 3-7. Il reste 250 personnes dans le stade. Et les gens commencent à prendre pour Noah et Nastase contre l'équipe canadienne. Évidemment, on va dire évidemment, c'était au Québec, on ne prenait pas pour le team anglophone. Mais Nastase et Noah jouaient de façon complètement relâchée, détendue. Ils faisaient les bouffons, pour le dire clairement. C'était vraiment un super beau match. Ils ont fini par le gagner. Donc, Noah et Nastase ont battu la 3e équipe au monde ce soir-là. Et Nastase avait brisé 3 fonds de raquettes. Il jouait avec une raquette que Noah lui a passée pour finir le match. Donc, imaginez le cirque de ce match-là. C'était incroyable. Wow. Nico, des bons souvenirs pour toi, hein? Ben absolument, mais je veux juste revenir sur le point. On parlait du fait que les cigarettes sont bannies, il n'y a plus de publicité liée à ça. J'ai écouté un documentaire, je ne sais pas si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, mais qui se demandait quelles sont les futures cigarettes, dans la mesure où qu'est-ce qui, plus tard, on va dire, mon Dieu, voir que dans le temps, c'était commandité. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient les boissons énergisantes.
est-ce que dans 10, 15, 20 ans, on va regarder l'écurie Red Bull ou le Red Bull Crash Test et dire, mon Dieu, voir que c'était commandité par une marque qui était si nocive? L'avenir nous le dira, mais c'est intéressant quand même. C'est une très bonne question, mais effectivement, ce qui est accepté, bon, évidemment, il y a eu des problèmes avec les boissons énergétiques, on le sait, dans les quelques dernières années. Mix alcool et boissons énergétiques, c'est un cocktail explosif. Donc, effectivement, les restrictions arrivent d'un peu partout. Après, tout ce qui est gras, sucre, la caféine, tout ça va être soumis aux mêmes règles. Et c'est une évolution de société et de santé publique qui change d'année en année. On sait que c'est nocif, mais c'est quand même absurde de voir un athlète du genre Sébastien Vettel après une victoire boire une Red Bull, tu sais. Puis peut-être que dans 10-15 ans, on va dire voir qu'un athlète gobait ces substances absolument dangereuses. Est-ce que la SQDC pourrait commanditer un événement? Non. Non. C'est un réseau de distribution avant tout. Ils ont un marketing extrêmement limité, vous le savez. C'est de vendre un produit au prix juste, un produit de qualité, distribué de façon légale, évidemment, mais il y a pas de marketing autour de la SQDC. C'est pas comme la SAQ, là, parce que la SAQ, il en commandite plein d'événements. Il y a toujours une rumeur. Est-ce que la carte Inspire, sans faire de mauvais jeu de mots, ira du côté du cannabis éventuellement? Mais c'est pas le genre d'outil que le gouvernement favorise pour la mise en marché de la SQDC en ce moment. Mais regardez, on en parle. Je sais que ça coûte très cher mettre son nom sur un édifice, sur un amphithéâtre, sur un stade. Ouais. Mais regardez comment ça retient l'attention. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi. Lorsqu'un stade change de nom, la transition est difficile. Là. Tu sais, quand on est passé du centre Molson au centre Bell, là, très bon point. Une bonne année et demie, c'est pas 2 ans, est capable de faire non, c'est vrai, c'est plus le centre Molson. Puis quand on est passé du stade Uniprix au stade IGA, encore là, ça m'a pris. On dirait que c'est plus ancré en nous qu'on le pense, le nom de ces compagnies-là. C'est un excellent point, Jean-Philippe, et c'est le gars de marketing qui parle là. Une des premières règles en commandite, c'est la constance. Donc, quand tu commandites année après année un événement ou un stade là, comme title sponsor, ça reste après. C'est très difficile au niveau de la notoriété de faire le changement dans la tête du public parce que l'événement est tellement associé à une marque que ça prend un petit bout de temps avant de faire une transition. Jean-Philippe, tu m'as parlé que tu avais peut-être une anecdote intéressante qui touchait justement Hugues Léger. Veux-tu nous raconter ça? En fait, certainement, ça me fait très plaisir parce que c'est Hugues qui est à l'origine de mes belles aventures de tennis au sein de TVA Sport. Et l'aventure a débuté sur un cours de tennis à Outremont, sur Côte-Sainte-Catherine. J'ai le parc Kent en tête, là. Je ne sais pas si c'est le bon. Je crois que c'était soit FX Garneau ou à Joyce, je ne me souviens plus, mais c'était à Outremont, oui. Oh, on était à Outremont. Et Hugues, mon patron, me demande si je veux jouer contre lui au tennis. Alors, je voulais faire mes preuves sur le terrain. Alors, je pense lui avoir livré une belle opposition. Si bien qu'il s'est dit, bon, écoute, il m'a battu, là, je dois le dire. Il m'a battu lors de cette première manche-là. Un genre de 6-3, là, peut-être 3. Un bon match. On va dire 6-3, tiens, on va dire 6-3. Fait que j'ai l'impression que Hugues s'est dit, écoute, s'il s'est joué au tennis, il va être capable d'en parler puis d'en décrire. Alors, je suis en route pour la Gaspésie, OK? Puis je suis rendu à la hauteur de Saint-Jean-Port-Joli, OK? Fait que je veux dire, je suis même pas encore rendu en Gaspésie. Puis Hugues, il me dit, JP, je sais que tu es en vacances, mais j'aurais besoin de toi pour faire le Challenger de Granby. Je dis, pas de trouble. Quand? Il dit, dans 3 jours. Je dis, ouais. Là, j'étais à Saint-Jean-Port-Joli, mais OK, ça me tente. Oui, OK, moi, être là. Vous avez jamais vu un gars faire le tour de la Gaspésie aussi vite. Vous dire que j'ai vu le rocher percé, là, ça serait exagéré. Là. J'ai littéralement passé à côté du rocher. J'ai fait le tour de la péninsule. Là. Si vous me posez la question, as-tu fait le tour de la Gaspésie? La réponse est oui. Si vous me reposez la question, as-tu vu la Gaspésie? La réponse est non. Fait que je me suis tapé, je sais pas moi, 22 000 km de voiture pour revenir à Granby pour l'édition, et là, je ne veux pas me tromper. C'était 2013, je crois. 2013? Mais je vais te dire ce qui s'est passé. Pourquoi je t'ai appelé comme ça?
2012. Donc, pour 2012. conclure l'anecdote, c'est qu'on a signé l'entente avec Eugène Lapierre pour la diffusion, pour avoir la licence de diffusion de Granby, le jour où Eugénie Bouchard a gagné Wimbledon Junior. Un dimanche après-midi, j'appelle Eugène, écoute, as-tu un présentateur, as-tu un diffuseur pour Granby? Puis est-ce que tu sais si Eugénie va jouer à Granby? Parce qu'elle était prête à passer en pro après sa victoire au tournoi junior. Il dit, écoute, il y a des très, très bonnes chances qu'elle joue à Granby. Et si vous produisez l'événement à TVA Sport, je vous offre la diffusion. Donc, il était content d'avoir une visibilité sur une chaîne sportive grand public. Et ça a été une année incroyable. Eugénie a gagné le tournoi cette année-là. Donc, je crois que c'était contre Stéphanie Dubois en finale, si je ne me trompe pas, qui avait abandonné avant la fin du match. Exactement. Ouais, parce que son excuse à l'époque, puis en tout cas, on va lui donner le bénéfice du doute, mais elle disait qu'elle allait jouer les Jeux olympiques. Puis c'est vrai, elle, c'était sa seule chance de pouvoir jouer les Jeux olympiques par la suite. Alors, elle voulait pas prendre de chance, puis en tout cas, je la comprends. Mais disons qu'Eugénie avait le match en main à ce moment-là. Oui, on va le dire comme ça. Oui. En langage de boxe, là, ça sentait au lançage de serviettes. Mais tout ça pour dire que ça avait été un super beau tournoi. Eugénie l'avait emporté chez les dames et c'est Vachek Pospisil qui l'avait emporté chez les hommes. Exact. Mais moi, vous dire, là, puis je m'a donné du crédit pour celle-là encore une fois, Hugues, là, mais la grande vedette du Challenger de Granby, édition 2012, c'est notre collègue Valérie Tétrault, parce qu'on la connaissait sur le court, mais c'était la première fois de sa vie qu'elle prenait le micro pour décrire du tennis. Et je vous le dis, là, j'en ai pratiquement la chair de poule, là, et vous le voyez à l'écran. Elle a eu, là, le ton juste et parfait dès que le micro s'est ouvert. Là. Honnêtement, là, je vais me permettre un comparable avec, par exemple, Pierre Vercheval. Quand il est passé du terrain à la galerie de presse au football, l'ajustement a été instantané. Marc Denis au hockey, c'est la même chose. Quand il est passé de la patinoire au micro, il a été d'un naturel saisissant dès que le micro s'est ouvert. Valérie Tétrault, là, ça a été dans la même catégorie que les gars que j'ai vous nommés là. Ça a été un home run à sa première présence au ballon. Oui. C'est gros circuit. C'est l'embauche dont je suis le plus fier à TVA Sport. Donc, Valérie est toujours en ondes aujourd'hui avec Paul. Pour moi, c'est la meilleure commentatrice de tennis au Québec. Donc oui, on est très content que Valérie soit là. C'est vrai qu'elle est excellente. Il faut dire que moi et Jean-Philippe, on était déjà engagés, alors tu n'aurais pas pu nous engager. Mais je suis d'accord, Valérie, elle est incroyable et c'est pas, ça peut sembler facile de faire de l'analyse, mais comme tu dis, Jean-Philippe, non seulement c'est pas facile, mais c'est pas facile d'avoir le ton exact en commençant. Et puis Val, elle est juste incroyable, puis tu sens qu'elle connaît ça, puis elle l'overplay pas non plus. Elle est juste incroyable. Moi, je l'écouterais parler de tennis aussi longtemps que je peux. Mais l'avantage, et ça a bien commencé autant pour Val que pour moi, c'est que, et puis Hugues, je suis convaincu que tu vas te rappeler de la disposition. Là, on était comme dans une tour. Je me souviens très bien. Derrière la ligne de fond, là. Je veux dire, tu éternuais, là, puis la joueuse était complètement déconcentrée. Alors, on n'avait pas le choix de prendre... Tu sais, des fois, là, t'écoutes le US Open, là, il est à 75 rangées en haut dans la galerie de presse, là, puis il chuchote. C'est impossible que le joueur sur le terrain entende le descripteur. Les balles tombent colonel. Balle de manche. Tu sais, le bon ton. Mais nous, on n'avait pas le choix de s'adapter à ce ton-là parce que sinon, on dérangeait complètement le tournoi. Ouais. Alors, on a vraiment été dans le bain dès le premier tournoi qu'on a présenté à TVA Sport. Ben, moi, j'ai déjà vu ça, des joueurs se retourner vers l'équipe de play-by-play avec des gros yeux pour dire, en termes gentils, allez-vous la fermer? Ouais. Avant de servir. J'ai déjà vu ça. Petite parenthèse, là, puis ça a été une des pires expériences de diffusion de tous les temps, là, puis je veux pas lancer de pierre à qui que ce soit, mais il y a une certaine année, le 98.5, où CKC Sport à l'époque avait décidé de diffuser du tennis à la radio. Je veux dire, y a-t-il un sport qui ne se prête, qui se prête aussi mal au tennis, à la radio que le tennis? C'était épouvantable. Il fallait que tu décrives pendant les échanges. Écoute, c'était de l'anti-journalisme, c'était de l'anti-sport.
Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, là, c'est probablement le sport le plus difficile à décrire à la radio. De un, ça va incroyablement vite, mais en même temps, je te dirais, ça se fait partout dans le monde, JP. Hein? Non, mais ces gens-là sont en studio, sont pas, ou tu sais, sont dans un studio fermé, là, ils sont pas sur le terrain même ou proche du terrain même. Là. Mais ça se fait partout dans le monde. Wimbledon a sa comme expérience. Ben, c'est parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il faut que tu aies un commentateur qui fait coup droit croisé au revers sur le coup droit du revers. Ça va tellement vite. Là, mais moi, je t'avoue, par contre, c'est pas rare que j'en écoute du tennis à la radio. C'est vraiment pas rare. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, mettons, je suis dans mon char. Okay, dans mon auto. Puis là, ben, c'est le US Open. Ben, moi, je veux l'écouter, le tennis. Fait que je l'écoute à la radio, le tennis. Puis Wimbledon, le matin, mettons, là, ça joue le matin, puis je m'en vais dans l'auto, dans le trafic. Ben, j'écoute Wimbledon à la radio. Je suis craqué de même, je pense. Ouais. Mais c'est difficile. Même moi, puis que je l'écoute assez régulièrement, surtout pendant les tournois du Grand Chelem, aussi les Canadiens jouent. C'est pas rare que je vais dire, j'ai pas vu le match au complet, j'ai déjà dit à Nico, j'ai écouté Félix dans l'auto en m'en venant. Mais même moi qui est un habitué qui suit beaucoup de tennis, j'ai quand même de la misère à visualiser l'échange parce que ça va beaucoup trop vite. Mais il y a un public pour ça, puis moi en tout cas, j'imagine que je suis assez craqué pour ça. Mais c'est tough, c'est tough. C'est tough, c'est très tough. Nico, as-tu déjà écouté du tennis à la radio? Ben, si je voulais dire, tu as mentionné Wimbledon, la seule fois de ma vie que j'ai écouté du tennis, parce que je voulais essayer l'expérience, parce que comme Jean-Philippe, je me disais, c'est impossible de décrire un sport pareil à la radio. Et je vous le dis, c'est une expérience. À Wimbledon, surtout avec le commentateur, du moins, là, c'était comme un anglais typique avec l'accent dans le tapis. Une expérience inoubliable. Mais c'est vrai que, bon, je ne referai pas ça à chaque tournoi. Là. Je préfère de loin l'aspect télévisuel, mais quand même, il faut le faire une fois, je pense, pour savoir de quoi il est question. Je vais dire ça comme ça. Une balle frappée à l'arrêt-court, là. Une balle frappée à l'arrêt-court. Oui. Une balle au deuxième but, une balle au deuxième but. Et une balle en fond de terrain, ça peut être à bien des places en fond de terrain. Ben, c'est ça. Le baseball, c'est peut-être le sport qui se prête le mieux à la radio. Ouais. Ça, peut-être le curling. Le curling, ça doit être pas si mal à la radio. Ça se comprend assez bien. Une double sortie au centre, je sais pas trop. Mais non, c'est sûr que, je veux dire, pour un non-initié, je peux comprendre que tu écoutes ton premier play-by-play de radio puis tu fais « Wow! Ouais. » Je comprends que tu tombes pas en amour instantané. Là. Je peux comprendre ça. Mais en tout cas, moi, j'étais assez créé. Regarde, l'année passée, il y a 2 ans, j'ai monté au US Open, puis j'écoutais pendant 5 heures de temps du tennis à la radio. Mais des bons moments. Parlant de bons moments, là, JP, toi, t'en as vécu un peu. On l'a vécu un peu ensemble, ce moment-là, puis moi, c'est un moment qui va être gravé à jamais dans on l'a vécu ensemble. On l'a pas vécu à la même place exactement. Toi, t'es encore plus proche du terrain que moi, mais je veux que tu nous parles de ton expérience du match Shapovalov-Nadal, parce que toi, tu étais diffuseur officiel avec TVA Sport, tu étais sur le terrain, tu es le premier qui l'a interviewé après ce match-là. Tu l'as vécu à peu près avec lui sur le terrain. Raconte-nous comment ça s'est passé pour toi, ce match-là, à la Coupe Rogers. Ben, encore une fois, je vais faire une passe sur le tape à Hugues parce que grâce à Granby, j'ai commencé à décrire les matchs de l'ATP, de la WTA. Alors, mon nom a commencé à être associé un peu au tennis. Et donc, quand TVA Sport est devenu diffuseur officiel de la Coupe Rogers en 2016, l'année des Olympiques, c'était les dames cette année-là. Donc, j'avais fait, entre autres, un match de soir d'Eugénie. Puis, écoute, d'être le journaliste sur le terrain puis de faire l'entrevue avec la joueuse ou le joueur gagnant dans le stade, alors que tu as les 14-15 000 spectateurs dans les estrades qui entendent ton entrevue, m'a dit c'est un méchant thrill. C'est un méchant thrill. Et j'avais été content de faire Eugénie cette année-là. Et je pense que ça m'a préparé pour cette soirée franchement inoubliable. Là. Et je serais même prêt à dire que ça a été un des plus grands moments de toute ma carrière journalistique. Là. J'ai vécu la Coupe Stanley, j'ai vécu les Olympiques, mais cette soirée-là avait quelque chose de magique. Ah oui. Puis, la veille, j'avais fait un match de Rafael Nadal et il s'était présenté. Puis, on dit que c'est le taureau de Malacar. Là, même quand il se présente devant les journalistes, il te fonce dessus, là, il fait peur. C'est l'athlète le plus intimidant que j'ai rencontré de toute ma vie.
Alors, il m'avait paru enragé. Enragé pour l'entrevue. Il voulait battre son adversaire. Et comme de fait, je pense que je l'avais battu en 2 petites manches de 6-1, 6-2. Ça avait été un match bien facile. Le lendemain, je refais l'entrevue d'avant-match avec Rafael Nadal contre Shapovalov. Puis je le trouve smooth. Il me fait même une joke puis un sourire. Puis là, j'étais comme... on dirait que c'est pas le Rafael Nadal mean et méchant et peurant d'hier. Et peut-être que c'est juste ma Ta perception. Exact. Et peut-être, mais j'ai senti, je l'ai pas senti aussi mean qu'à l'habitude. Et là, en plus, il avait remporté la première manche. Un moment donné, a le vent dans les voiles dans la deuxième manche. Et je pense qu'il y avait 4 balles de. Il y a eu 4 balles de bris, je pense, 4 balles de match, je veux dire, dans la deuxième manche. Tu sais, il a eu la chance de finir de Shapovalov. Puis là, le petit chapeau que personne ne connaissait bien, mais là, tu sais, qui commençait à faire parler de lui. Il y avait Wayne dans les estrades qui était là, puis qui le suivait tout au long de la semaine. Et quand il réussit à revenir de l'arrière, à sauver 3 ou 4 balles de bris, puis finalement, remporte la deuxième manche, le stade capote. Mais là, il commence à se faire tard, là, la soirée augmente, puis là, les lumières s'allument, puis là, le soleil commence à se coucher. Puis là, on sent là, qu'on est dans une soirée spéciale. Là. Puis là, tout le monde dans le stade, tout le monde se range du côté de Chapeau, là, parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est David contre Goliath, là, puis on ne peut pas croire qu'un gars de chez nous, là, même si c'est un anglophone, même si c'est un Ontarien, on dirait qu'il était québécois ce soir-là, c'était un des nôtres. Et il a littéralement réalisé l'impossible. Ce que j'ai jugé être un miracle. Selon moi, cette victoire-là de Chapeau contre Nadal est un miracle. Et donc, est venu le temps de faire l'entrevue d'après-match. Et je suis allé puiser dans mes souvenirs. Et un des grands moments du sport, c'est la victoire. Al Michaels. Exact. La victoire des Américains à Miracle on Ice à Lake Placid en 1980. Et le descripteur, qui était Al Michaels, avait dit, en voyant les dernières secondes du match s'égrener, « Do you believe in miracles? Yes! » Puis là, les Américains qui sautent sur la glace et vont battre la puissante équipe soviétique. Alors, on dirait qu'instinctivement, c'est la seule chose que j'ai pensé demander à Denis Shapovalov. J'ai dit, écoute, Al Michaels a déjà dit, « Do you believe in miracles? » Let me ask you the question, Dennis. Do you believe in miracles? Là, la foule s'est levée debout, là. Écoute, j'avais une chance dans ma vie de dire « Do you believe in miracles? » Mais quel moment, juste en rajouter un peu, moi aussi j'étais étonné un peu que Nadal échappe ce match, surtout qu'il y avait un enjeu spécial pour lui. S'il gagnait ce match-là, il revenait numéro 1 mondial. Donc c'était un moment où il pouvait aller reprendre sa place de numéro 1 mondial. Shapovalov, je pense pas qu'il l'a pris à la légère parce que c'est tellement un compétiteur acharné, féroce, Nadal, on le sait. Mais écoute, il s'est passé un truc ce soir-là qui était incroyable et ça ajoute au crédit de Shapovalov. Ça a vraiment lancé sa carrière, ce match-là. Soirée incroyable. Et à la fin, tu te souviens, Jean-Philippe, il se met à pleuvoir. Il y avait comme une rédemption à la fin. Il se met à pleuvoir. Martin Laurando, qui a encore son coach derrière, pleure un peu parce que c'est incroyable ce qui vient de se passer. C'était vraiment un moment magique, effectivement. Mais j'ai une question pour toi, JP. Puis là, c'est le petit gars qui rêve de faire ça dans la vie qui te pose la question. Quand t'es sur le bord d'attendre, tu sais que ça va voir Chapeau, puis que la foule est en délire, puis tu sais que tout le monde attend de voir sa réaction, c'est quoi qui te vient à l'esprit? C'est quoi? Est-ce que tu as tes questions? C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu étais? Au moment même avant d'embarquer sur le cours. Là. C'est de l'adrénaline. Honnêtement, là, c'est le plus proche que tu peux te rapprocher de jouer à la game quasiment. Tellement que tu es imprégné du moment. Puis c'est drôle à dire, mais c'est dur de parler et de s'entendre dans les haut-parleurs du stade. Alors, faut que tu restes concentré. Faut pas que tu te laisses déconcentrer par ta propre voix. Faut pas que tu te laisses déconcentrer par la foule. Mais honnêtement, là, le rôle d'un journaliste dans cette situation-là, là, c'est bien simple. Là. Pose une question bien rapide pour que la foule embarque. C'est exactement ça. Peu importe, tombe pas dans la technique, peu importe ce que tu vas dire, là, laisse la foule donner l'ovation debout à l'athlète qu'il mérite. Fait honnêtement, la job n'est pas si dure que ça à faire si tu gardes ça simple.
Ouais, puis moi, je me souviens, j'étais sur la galerie de presse pour ce match-là, puis quand le vent a commencé à tourner pour Shapovalov, déjà à ce moment-là, on savait qu'il se passait quelque chose. Tu sais, c'est rare que dans un événement lui-même, tu réalises, OK, il se passe quelque chose. Tu sais, souvent, la signification d'un événement, elle est donnée des années après ou après l'événement, mais de savoir à ce moment-là qu'il se passait quelque chose. Puis moi, écoute, je l'ai vécu là, une dizaine d'années là, sur place, là, la Coupe Rogers. Puis jamais j'ai senti le stade vibrer comme ça. Ça se comparait, puis j'exagère même pas, JP, ça se comparait à un match des Canadiens en séries éliminatoires, le vibe qu'il y avait au Parc Jarry, puis tu le sais, tu étais là. Puis moi, je m'en souviens, tu sais, je sais pas si c'est ta question comme telle, mais je me souviens que la foule avait levé quand tu avais posé des questions à Shapovalov, puis ça devait être un méchant thrill, en tout cas, de le vivre directement sur le terrain, parce que sur la galerie de presse, il y avait un vibe, dans les gradins, il y avait un vibe, puis non, c'est vraiment spécial ce qui s'est passé là. Tu avais fait un super bon reportage, Alex, une couple d'années sur la victoire de Simon Larose. Ouais. J'ai l'impression qu'en termes d'ambiance, ça pouvait se comparer. La seule différence, c'est que dans le cas de Simon Larose, il affrontait pas le meilleur joueur au monde en Rafael Nadal. Et c'est ça qui a rendu la soirée de Shapovalov si spéciale. C'est que, bon, je sais que Nadal était deuxième, là, mais on s'entend, là, il était à 2 cheveux et demi d'être le meilleur au monde. Alors, je pense que c'est l'ampleur de l'adversaire qui a rendu cette soirée si spéciale. Absolument. Ben, dans un épisode, moi et Nico, on a fait notre top 5 de nos plus grands moments de la Coupe Rogers. J'invite les gens à l'écouter. C'est l'épisode spécial de la Coupe Rogers qu'on a sorti justement la semaine où le tournoi aurait dû être joué. Écoutez pas le numéro 1 de Nico, là. C'est vraiment personnel. C'est le cœur qui parle. Je vois le temps filer, puis il faut que je vous compte, par contre, quand j'ai revu Nadal l'année d'après. Il se souvenait-tu de toi? Non, il ne se souvenait pas de moi, mais disons que ça a moins bien passé. Parce que, écoutez bien ça, je vous le dis, là, c'est l'athlète qui m'a fait le plus à Toronto! Peur. À Toronto, ben oui. Parce que, je m'en souviens. Ça, c'était 2017. La victoire de Chapeau contre Nadal. Fait que 2018, TVA Sport m'envoie à Toronto, OK? Puis, c'est moi qui ai travaillé avec tes entrevues, je m'en souviens. Je le sais. Je travaille avec un gars qui s'appelle Dominique Gagné, qui est notre producteur. Fait que là, on se fait un plan de match. Il dit, OK, on va y poser. Alex Régimbal va faire des topos toute la semaine avec tes entrevues. Fait que on va y poser une question sur sa défaite de l'année passée contre Chapeau. Puis cette année-là, Djoko avait gagné remporté un tournoi du Grand Chelem après s'être remis de sa blessure. Fait qu'on va y parler de ça. Tu as fait un game plan. Honnêtement, là, il n'y a aucune de mes questions qui a bien passé. Là. Puis je me suis rendu compte que quand tu affrontes sur le terrain le meilleur joueur au monde, là, t'es mieux d'être sharp, t'es mieux d'être prêt. Puis quand t'es journaliste et t'interviews le meilleur joueur de tennis au monde, t'es mieux d'être sharp, puis t'es mieux d'être prêt. Puis je vais faire mon mea culpa, là. Je pensais être prêt à interviewer Rafael Nadal et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Avec d'autres joueurs, ça aurait mieux passé. Djoko, là, c'est facile à interviewer. Mais Nadal, ça n'a vraiment pas passé. Peut-être que j'aurais pas dû y parler tout de suite de la victoire de Chapeau comme première question. Disons que ça a mal parti l'entrevue, tu sais. Écoute, je pense que j'ai parlé 4-5 minutes, puis à un moment donné, j'ai fait, visiblement, il n'y a rien à faire avec ça. Fait que j'ai dit merci, je vais pas prendre plus de ton temps. Mais il s'est repassé un autre incident, puis ça, je pense pas que vous êtes au courant de ce qui s'est passé plus tard dans la semaine. Il joue un match, je pense, de deuxième tour, OK? Puis la deuxième manche, là, je te brise, tu me brises, je te brise, tu me brises, je te brise, tu me brises. Et il n'y a personne qui a remporté son service. Fait que je me suis dit, moi, il faire une petite joke, moi, dire que ouais, le service n'a pas été un gros avantage en deuxième manche. Écoute, je suis francophone, je parle en anglais, il est espagnol, avec son anglais approximatif à lui aussi. Pense que ça s'est perdu à quelque part dans la traduction. Mais il n'a pas aimé ma joke pour 2 cents, OK? Fait que l'entrevue se termine, puis il se sauve, OK? Fait que là, je sens que c'est fret, OK? Et là, c'est bien dur, moi, essayer de vous le mimer, là. Mais là, il est sur le point de rentrer dans le vestiaire, OK? Puis là, il se retourne de bord. Puis là, il me regarde, là, avec les yeux du taureau de Monaco, là, puis il fonce sur moi, là, OK? Je vous le dis, là,
J'ai jamais filé aussi petit dans mes shorts, là. Il est à peu près à 25 pieds, puis j'ai Nadal qui me fonce dessus, puis je sais qu'il m'enligne solide, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à me crier après. Why so negative? Why so negative? Puis là, la PR de l'ATP arrive, puis là, elle essaie de patcher les affaires. Fait que là, je fais, ma carrière est finie. J'ai m'engueulé avec le meilleur joueur de tennis au monde, là. Fait que ce que j'ai fait, j'ai de la misère à dormir cette soirée-là, je vous le dis, là. Et j'ai acheté sur Apple Movie, là, j'ai acheté le documentaire du plus grand match de tous les temps. Là, on croyait que c'était 1980, le Board McEnroe, là, puis là, finalement, en 2008, Federer-Nadal. Les experts diraient que c'est Federer-Nadal. Puis c'est un super bon documentaire parce que tu suis ce grand match-là. 7 par 7. 7 par 7, et c'est parsemé de l'histoire de chacun d'eux. Exact. Alors, et là, je me suis vraiment intéressé au personnage. J'ai regardé pendant cette semaine-là une série de documentaires sur Nadal pour connaître vraiment l'être humain derrière la machine. Là. Parce que je vous le dis, là, Nadal, c'est une machine. Là. Forbes Magazine l'a sorti là, le top 100 des plus grands athlètes là, en termes de potentiel marketing puis de reach réseaux sociaux. Là. Il y a 0 joueur de la NHL, là, 0 joueur de hockey. Là. Il est dans une autre galaxie, là, il est dans une autre planète. Là. Il y a un joueur de la NFL, c'est Tom Brady. Là. Fait que ce gars-là, là, il vit même pas sur la même planète. Puis le petit cul de Ville-Saint-Laurent que j'étais était pas de calibre pour le grand Nadal. Puis plus la semaine a avancé, plus je me suis intéressé au personnage, j'ai essayé de le connaître. Puis je me suis ajusté. Puis on a gagné, lui et moi, la Coupe Rogers 2018. Mais je pense que tu es un peu sévère, JP, parce que ça fait longtemps que tu travailles avec des athlètes professionnels, tu sais comment ils sont. C'est pas toujours évident, surtout quand dans un cas de défaite. Tu sais, des fois, tu poses la question qui est logique, puis tu te fais regarder avec des gros yeux. Tu sais, ça peut arriver, mais ton anecdote me fait penser à une anecdote, puis ça va peut-être te rassurer. Un soir, moi, je couvre la Coupe Rogers, puis c'est un soir vraiment tard, OK? Puis on est peut-être 3-4 journalistes dans la salle de presse. Novak Djokovic, il finit son match, puis il y a vraiment pas un chat, parce que c'est un match de deuxième tour, tout le monde s'en fout. Mais moi, je suis là, fait que je suis dans la salle de presse. Puis c'était l'année où il dansait après chaque victoire sur la tune Get Lucky de Daft Punk. Je sais pas si tu te souviens de ça. Là, on est 2-3 journalistes dans la salle de presse. Là, c'est moi qui pose la première question, puis j'ai dit Novak, parle-moi de ton match. Would you say that you got lucky? Avec un sourire. Et là, il me fixe, mon gars. Il me regarde avec un air de genre, as-tu déjà vu un match de tennis dans ta vie? Je l'ai détruit. Et lui, il a probablement pas compris ma question, que c'était une joke. Non, c'est ça. Novak Djokovic, un des plus drôles sous circuit. Je me suis dit, il va partir à rire. Son regard de 5 secondes, j'ai eu l'impression qu'il a duré 4 heures, Jean-Philippe. Jusqu'à temps que le journaliste en arrière fait « You know, like the song, Get Lucky », et là, il a fait « Ha ». Mais tu sais, comme... Pas un « ah », j'ai compris, plus comme un « ah », je m'en fous. Et là, il a donné une réponse qui était comme classique là, pour un journaliste. Je te dis, là, moi non plus, j'ai pas bien dormi ce soir-là, puis je me remettais en question, je me disais « oui, on me semble que c'est pas si pire que ça, tu sais. » Mais c'est ça, fait que le numéro 1 mondial... La question, là, de tantôt, là, « Keep it simple ». Pas de joke, pas de joke. Surtout pas. Mais là, en plus, il avait gagné. Tu sais, tu te dis, en tout cas. Fait que, non, c'est ça. Moi, c'est mon anecdote qui ressemble à ça. Wow. Mais JP, je trouve que tu es un petit peu sévère, honnêtement, là, parce que, bon, de dire que t'es pas à la hauteur, là, je te dirais, le monde, ils savent pas, puis c'est une inside joke, mais c'est sûrement pas la question la plus weird que tu as eue. Moi, je pense que c'est Ryan Miller aux Jeux Olympiques. Ah, ouais, ben ça, c'était là, on s'en va ailleurs, mais... Ouais, on n'ira pas là. On n'ira pas là, mais Ryan Miller est le gardien qui s'était fait marquer le but contre Sidney Crosby aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010. Et on m'avait demandé de poser une question sur ce but-là, et il a catégoriquement refusé, mais on sentait que c'était un douloureux souvenir dans sa mémoire. Ouais. Mais non, est-ce que, dirais-tu, Jean-Philippe, comme tu dis, tu as couvert les Jeux Olympiques, tu as couvert le Canadien, tu as couvert pas parmi les événements les plus prestigieux à Montréal puis au monde dans ta carrière.
Nadal, Shapovalov, dans le top 5 des événements que tu as couverts, il est où? Bah. Il est-tu numéro 1? Ah ouais, hein? Peut-être. Ben écoute, je comprends parce que Peut-être. c'est une performance historique. Puis comme tu dis, tu sais, au tennis, bon, tu sais, les joueurs de tennis. La seule chose, c'est. Je pense que Hugues a souvent couvert des tournois majeurs. Ce qui enlève un petit peu ce qui enlève du lustre à la victoire de Nadal, de Chapeau contre Nadal, c'est que c'est dans un Master 1000. Si c'était arrivé à Wimbledon, si c'était arrivé à Roland-Garros, ça ne sera pas arrivé à Roland-Garros, on s'entend, là, mais si c'était arrivé dans un tournoi majeur, ça aurait légitimé la victoire de Chapeau, je pense. Ouais, mais en même temps, je trouve qu'il y a un aura encore plus grand du fait qu'il l'a fait à la maison devant ses partisans. Ouais, ça n'aurait pas pu arriver dans un tournoi majeur. Toi, Hugues, t'étais où quand ce match-là s'est joué? Parce que Nicolas m'a déjà raconté que lui, il coachait sa sœur au soccer ou quelque chose du genre. Fait qu'il l'a pas vu en direct, ce match-là. Bon, une autre anecdote. J'étais sur le toit de ma terrasse à Villeray. Et j'entendais le bruit de la foule du Parc Jarry de ma maison. Donc, je regardais le match, mais j'entendais le bruit de la réaction de foule avec les lumières en haut du Parc Jarry. J'étais à moins d'1 kilomètre du stade à ce moment-là. Donc, j'ai suivi toute l'émotion sur ma terrasse, en fait. J'étais là. Eh bien, d'habitude, est-ce que tu l'entends, le bruit au Parc Jarry? Ou non, ce soir-là, je pense qu'il y a peut-être un vent favorable, mais j'entendais très, très bien les réactions et c'était un crescendo jusqu'à la fin du match quand il a finalement gagné. On l'entendait très clairement, comme si on était sur le terrain. En tout cas, Jean-Philippe, quand tu vas faire ta biographie là, à la fin de ta carrière, là, quand tu vas écrire ton livre, tu pourras dire que tu auras interviewé comment dire, un des plus grands athlètes de tous les temps aura foncé sur toi avec un regard difficile. Oui. J'espère que l'anecdote elle va être là dans ton livre que tu vas écrire. Je ne peux pas savoir une biographie, là. À date, c'est pas parti comme ça. Là, mais... ou raconter à ton petit gars. Travaille-moi depuis un petit bout, là. Les gars, je vais vous dire un gros merci. Je trouve que ça a été vraiment, vraiment incroyable. JP, je savais, comme j'ai dit, tu pèses sur play, puis là, ces anecdotes pas. Jean-Philippe, tu reviens quand tu veux nous jaser de tennis. Il va falloir que tu en couvres d'autres prochains tournois pour venir nous raconter des nouvelles anecdotes. J'aimerais bien ça. Puis il faut que je rejoue contre mon ami Hugues, parce que je pense que Hugues et moi, on a joué l'un contre l'autre une quinzaine de fois à peu près. Oui. J'ai l'impression que, en fait, c'est pas compliqué. On a joué 15 fois, il y a 14 victoires, une défaite. La dernière fois, tu m'as battu, exactement. C'était ça, exactement. Alors, techniquement, j'ai la ceinture de champion du monde présentement. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean-Philippe est un athlète naturel. Là. Il est bon à peu près dans tous les sports qu'il fait. Là. Demain matin, il se lancerait dans le saut en hauteur et il ferait des résultats raisonnables, là, d'après moi. Ouais. Mais je veux bien une revanche, Jean-Philippe. Je suis prêt quand tu veux, avec plaisir. Et même tu peux passer à la surface si tu veux. Je te laisse le choix de surface. Chez nous, dans le Nord, à Saint-Sauveur, il y a des terrains en terre battue rouge. Je viendrai faire un tour, petit match là, sur la ligne. On filmera ça, puis on terminera ça peut-être avec une petite froide ensemble. Très facile à convaincre. Nicolas, je t'offre ton traditionnel mot de la fin, mon beau garçon. Seulement bon tennis, Alex, Hugues et JP. Bon tennis tout le monde. Bonne semaine. Bye bye. À bientôt.